Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Dans ce dernier chapitre du cycle, nous allons voir l'angiogenèse. Nous allons commencer avec quelques définitions et généralités. Nous finirons avec quelques applications tout à fait concrètes des connaissances que nous avons à ce jour de l'angiogenèse. Dès 1508, Léonard de Vinci fait un point sur les connaissances sur le réseau vasculaire et sur le système cardiovasculaire en général en anatomie humaine. À cette époque, on ne sait absolument rien de la genèse de ce système. Nous allons tout d'abord voir quelques définitions. L'angiogenèse est la formation de vaisseaux sanguins par l'excroissance ou le bourgeonnement de vaisseaux préexistants. Le vaisseau d'origine est un capillaire ou une vénule postcapillaire. Les vaisseaux formés par ce processus sont des capillaires. La structure des capillaires est une monocouche de cellules endothéliales plus ou moins associées à des cellules musculaires, les péricytes pour les capillaires et les cellules musculaires lisses pour les veines et artères. L'artériogenèse est la formation des artères à partir des capillaires. Enfin, la vasculogenèse est la formation de vaisseaux de novo à partir de cellules précurseurs endothéliales. C'est la formation des premiers vaisseaux vasculaires embryonnaires. C'est également l'extension du réseau vasculaire par le biais de l'incorporation de précurseurs endothéliaux. La vasculogenèse est particulièrement importante au cours de l'accroissement du réseau vasculaire du foie, des poumons et du cœur chez l'adulte. Au contraire, l'angiogenèse est prédominante dans le cerveau et le rein. L'angiogenèse répond à un besoin accru en apport d'oxygène et nutriments. Elle a donc lieu dans les tissus en développement et lors de la réparation tissulaire. Il faut savoir par exemple que l'oxygène ne peut diffuser qu'à environ 150 micromètres d'un capillaire. Un tissu en expansion est donc rapidement le siège d'une hypoxie. L'une des réponses physiologiques à l'hypoxie est l'angiogenèse. L'angiogenèse est donc rare dans les conditions physiologiques. On la retrouve au niveau de l'embryogenèse, lors de l'entraînement à une activité sportive, puisqu'il y a une augmentation de la masse musculaire, la formation du placenta ou au cours des cycles menstruels. Dans des conditions un petit peu plus pathologiques, on va la retrouver au cours de la cicatrisation. On retrouve par contre fréquemment l'angiogenèse dans des conditions pathologiques. Les affections ophtalmiques, telles que la rétinopathie proliférative diabétique, les affections dermatologiques comme le psoriasis, ou immunitaires ou inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde, les pathologies dégénératives comme l'athérosclérose. Le dernier exemple de pathologie dans lequel on retrouve une angiogenèse importante est le cancer, qui de toute façon est un tissu en expansion. On retrouve à gauche la structure d'un capillaire essentiellement formé de cellules endothéliales qui constituent l'intima ou la couche interne du vaisseau. L'intima est entouré d'une couche de matrice extracellulaire, la lame basale, essentiellement formée de laminine, fibronectine et collagène 4. À droite, on voit une analyse en microscopie électronique à transmission de capillaires qui sont essentiellement formés d'une cellule endothéliale. Nous pouvons observer le noyau sur la partie haute du capillaire qui est protrusif, le cytoplasme qui délimite le vaisseau. Sur la figure de gauche, on voit un petit peu de dépôt de matrice extracellulaire entre les cellules endothéliales et les cellules péricapillaires, ici des péricytes. Attention, il y a des péricytes qui sont associés aux cellules endothéliales, même s'ils ne couvrent pas la totalité de la surface des capillaires. C'est pour cela que vous retrouverez l'information que les cellules endothéliales des capillaires ne sont pas associées à des péricytes. Cette association existe bien, mais pas sur la totalité de la surface. Si l'angiogenèse est la formation d'un vaisseau à partir d'un vaisseau préexistant, cela signifie que ce premier vaisseau mature est déstabilisé. En d'autres termes, la formation d'un vaisseau nécessite de déstabiliser le vaisseau préexistant, dont va naître un bourgeonnement vasculaire. Ce bourgeonnement vasculaire régressera si celui-ci n'est pas fonctionnel. Il peut également régresser si le stimulus angiogénique, à l'origine de sa formation, disparaît avant la fin de la formation du vaisseau, donc avant sa stabilisation. Voici de façon simplifiée les étapes de l'angiogenèse. Le programme d'angiogenèse est déclenché en réponse à un stimulus physiologique ou pathologique. Il est fragmenté ici en 5 étapes. Tout d'abord, la réception du stimulus angiogénique par les cellules endothéliales va induire la dégradation de la lame basale. En réalité, la première réponse au stimulus est l'augmentation de la perméabilité vasculaire. Cela permet une exsudation de plasma, donc un dépôt de fibrinogènes, fibrine et fibronectine dans le tissu environnant. Ce dépôt de matrice provisoire constituera un terrain propice à la migration des cellules endothéliales. En effet, les cellules endothéliales ne peuvent migrer correctement dans toutes les matrices que l'on trouve dans les différents tissus. La troisième étape est la formation du bourgeon endothélial constitué de l'émergence de certaines cellules à partir du capillaire.
Les cellules endothéliales migrent, se divisent et enfin s'organisent à nouveau en vaisseau qui sera fonctionnel lorsqu'il sera mature. La maturation du vaisseau correspond au dépôt de matrice extracellulaire pour constituer la lame basale et au recrutement de cellules non endothéliales. Si la maturation du vaisseau n'est pas opérée au moment où le stimulus angiogénique s'arrête, le processus de construction qui n'a pas été mené à son terme conduit à l'involution du vaisseau, ce qui implique la mort des cellules endothéliales engagées. On voit que l'angiogénèse fait intervenir de nombreux processus moléculaires et cellulaires: migration, prolifération, organisation, dégradation et production de matrices extracellulaires, et d'autres encore moins évidents comme un équilibre très délicat entre survie et mort des cellules endothéliales grâce à de nombreuses interactions cellulaires. L'intérêt pour l'angiogénèse s'est fortement développé lorsque l'on a constaté l'étroite relation qui existe entre angiogénèse et le développement tumoral. Le développement tumoral est en effet la principale situation pathologique dans laquelle on rencontre l'angiogénèse. Et il n'existe pas de tumeur dans laquelle il n'y ait pas de processus angiogénique. Les cellules tumorales produisent des facteurs solubles stimulant le processus angiogénique. Et l'angiogénèse favorise le processus tumoral de deux façons. Tout d'abord, l'angiogénèse permet la croissance du tissu tumoral, donc la prolifération des cellules tumorales. Et cela permet ensuite le processus métastatique, soit une migration des cellules tumorales en d'autres sites distants. Dans un foyer métastatique, l'activité mitotique diminue au fur et à mesure qu'augmente la distance par rapport aux capillaires les plus proches. Vers le centre de la tumeur, l'hypoxie augmente, alors que la division cellulaire diminue. Enfin, dans les années 70-80, on a purifié des substances diffusibles présentes dans des extraits tumoraux qui augmentaient l'angiogénèse. Nous allons voir dans les expériences suivantes à quel point l'angiogénèse est importante, comment cela a été démontré, et ce que ces découvertes ont permis en médecine. Judah Folkman était un chirurgien américain qui voulait mettre au point une solution de substitut du sang à utiliser pendant les interventions chirurgicales. Il faisait des cultures organotypiques de thyroïde de mouton pour évaluer la fonction des solutions mises au point. Pour cela, il prélevait les thyroïdes qu'il conservait dans une enceinte à 37 degrés et il les perfusait avec des solutions. Plus la solution était efficace, plus elle permettait de conserver la thyroïde. Toutefois, ce test n'assure pas que la solution est capable de soutenir une croissance, condition indispensable après une intervention chirurgicale pour la réparation des tissus. Pour répondre à cette nouvelle question, il implante des cellules tumorales dans la thyroïde et mesure la taille des tumeurs en fonction de la solution qu'il perfuse dans la thyroïde. Pour compléter son étude, il fait des coupes histologiques qu'il observe au microscope. Il fait l'observation suivante. Les masses tumorales de faible taille sont blanches, sans vascularisation. Les masses tumorales importantes sont richement vascularisées. Cette corrélation lui permet de conclure que les cellules tumorales ne se développent pas dans un environnement avasculaire. Cela le conduit à publier en 1972 l'article dans lequel il dit que lorsqu'une tumeur est apparue, toute croissance de la population cellulaire tumorale doit être précédée par une augmentation du réseau vasculaire qui converge vers la tumeur. En d'autres termes, la croissance des tumeurs solides est dépendante de l'angiogénèse. Et cette dépendance constitue un point de faiblesse pour les tumeurs, c'est leur talon d'Achille. L'idée sous-jacente est que si on parvient à neutraliser l'angiogénèse, on va freiner la croissance du tissu tumoral. Folkman écrit en 1972 que les tumeurs sont dépendantes de l'angiogénèse. Il envisage sérieusement de cibler l'angiogénèse en thérapie 24 ans après. Simplement parce que le fait est très démontré en 1996 et surtout que les connaissances sont suffisantes pour qu'une telle stratégie anticancéreuse apparaisse non seulement d'intérêt, mais réalisable. En particulier depuis la découverte de l'angiostatine et de l'endostatine dont l'existence n'est pas encore connue du public, car les travaux correspondants ne sont pas publiés, Folkman imagine sûrement avoir les outils pour lancer l'ère de la thérapie anti-angiogénique. Il y a deux principales raisons de s'attaquer aux tumeurs par le biais de l'angiogénèse. La première est la dépendance du développement tumoral vis-à-vis de l'angiogénèse. La deuxième est la stabilité génétique des cellules endothéliales, qui sont des cellules normales dans le tissu tumoral. Ces cellules, sont les mêmes au cours du temps du développement tumoral et les mêmes d'une tumeur à l'autre, d'un individu à l'autre.
Ainsi, cibler les cellules endothéliales et l'angiogénèse serait une thérapie antitumorale quasi universelle, même si ce n'est jamais dit avec autant d'enthousiasme. Il existe un switch angiogénique, c'est-à-dire le passage d'une tumeur non vascularisée à une tumeur qui est l'objet d'une vascularisation importante. Quelle est la raison, l'origine de ce switch? Quels en sont les déterminants? Est-ce une question de taille, comme ça a souvent été considéré, c'est-à-dire que on considère généralement que lorsqu'une tumeur dépasse 2 mm de diamètre, l'hypoxie au centre de cette tumeur induit l'angiogénèse. Donc selon cette conception, une tumeur ne peut croître au-delà de 2 mm de diamètre sans vascularisation. Il pourrait également être lié aux altérations des cellules tumorales. Au-delà d'un certain stade de l'évolution tumorale, les cellules tumorales produisent des agents stimulateurs de l'angiogénèse, comme le VEGF, le FGF. Le switch angiogénique serait donc véritablement partie des étapes de progression tumorale. Nous allons voir à présent les principaux facteurs qui influencent l'angiogénèse physiologique comme pathologique. Il y a tout d'abord la sécrétion de facteurs de croissance dans le micro-environnement de l'organe, comme le VEGF, l'EGF, le FGF et d'autres encore. Les stress métaboliques, comme l'hypoxie, une diminution de pH ou l'hypoglycémie qui vont induire l'angiogénèse. Il y a le stress mécanique, généré par la prolifération des cellules tumorales. Il y a les réponses inflammatoires, comme l'expression de la cyclooxygénase 2, la synthèse de prostaglandine, et l'activation des mastocytes, qui tous augmentent l'angiogénèse. Il y a les altérations des cellules tumorales, comme l'activation d'oncogènes, comme RAS, SARC, et l'inactivation de gènes suppresseurs de tumeurs, comme P53, qui sont responsables de la synthèse de facteurs pro-angiogéniques. Les principaux facteurs de régulation sont les VEGF, ou les facteurs de croissance de l'endothélium vasculaire, le BFGF, ou facteur de croissance des fibroblastes B, les angiopoïétines, le PDGF, ou facteur de croissance dérivé des plaquettes, et le TGF-bêta, ou facteur de croissance transformant, et bien évidemment leurs récepteurs. Le VEGF est en réalité une famille de 5 membres, les VEGF A, B, C, D, et le PLGF, ou placental growth factor. Le VEGF-A est le mieux connu car c'est le plus commun. Le gène VEGF-A est transcrit sous 6 isoformes différentes, de 121, 145, 165, 183, 189 et 206 acides aminés. Il y a donc 6 ARN messagers différents produits par épissage alternatif. Le VEGF-A 165 est le mieux connu car c'est le plus commun. L'affinité des isoformes de VEGF-A sont fonction de leur taille. Les VEGF-A 121 et 145 sont librement diffusibles. Le VEGF-A 165 est moyennement diffusible. Quant au VEGF-A 183, 189 et 206, ils sont si peu diffusibles qu'ils se retrouvent stockés dans la matrice extracellulaire. Ces protéines forment des dimères liés par des ponts disulfures de 34 à 45 kDa, soit 121 à 206 acides aminés. Comme nous allons le voir, le VEGF intervient à tous les niveaux de l'angiogénèse. C'est tout d'abord un facteur de perméabilité vasculaire, qui est la première manifestation du processus angiogénique. C'est d'ailleurs la première fonction qui a été découverte pour le VEGF, qui a d'abord été appelé facteur de perméabilité vasculaire ou VPF. Il réduit les interactions entre cellules endothéliales, ce qui est responsable de la perméabilité, donc de la fuite de matériel du vaisseau vers le tissu. Ceci se produit notamment grâce à la diminution de la fonction des molécules d'adhérence. Il induit l'activité du système vésiculo-vacuolaire, qui est l'ensemble des vésicules qui favorisent le transport des métabolites entre les membranes luminales et abluminales. Il induit la prolifération des cellules endothéliales, leur migration. Il est indispensable à la survie des cellules endothéliales in situ, pendant le processus angiogénique et en culture. C'est donc un facteur trophique. Cette action se fait via la fixation du VEGF sur le VEGF-R2 et l'activation de la voie PI3 kinase et AKT, dont on a vu qu'il favorise la survie cellulaire. Il est dit de façon assez classique que le VEGF est spécifique des cellules endothéliales, ce qui est faux. Il agit en effet principalement sur les cellules endothéliales, mais il agit également sur des cellules souches hématopoïétiques, les monocytes, les lymphocytes B. Il mobilise les cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse, dont font partie les progéniteurs endothéliaux, qui sont responsables de la vasculogénèse. La vasculogénèse et l'angiogénèse sont donc imbriquées via le VEGF. Enfin, il est indispensable à l'angiogénèse, quelles que soient les conditions physiologiques,
ou pathologique. Pour se rendre compte de l'importance du VEGF dans l'angiogenèse, et notamment au cours du développement embryonnaire, il suffit d'invalider ce gène chez la souris. Ceci a été réalisé pour tous les VEGF. Et voici une illustration du phénotype obtenu lorsqu'il s'agit du VEGF-A. Vous voyez ici deux embryons dont le gène du VEGF-A a été invalidé, soit de façon hétérozygote à droite, soit homozygote à gauche. Pour l'animal de droite, un gène du VEGF est encore fonctionnel, alors que celui de gauche n'en a plus. On observe qu'en présence d'un gène du VEGF, un réseau vasculaire minimum peut se développer. Mais dans les deux cas, les animaux meurent in utero. Ces résultats démontrent l'importance du VEGF-A dans le processus de la formation du réseau vasculaire. Un tel phénotype est extrêmement rare car en général l'invalidation d'un gène n'est létale qu'à l'état homozygote. En général, la fonction des produits de gènes est redondante, la fonction de l'un pouvant compenser le défaut de l'autre. En conséquence, l'invalidation d'un gène ne se traduit pas forcément par la perte de fonction importante. Les résultats obtenus ici démontrent qu'il n'y a pas d'autre gène que celui du VEGF-A pour remplir la fonction du VEGF-A. Il existe trois récepteurs associés au VEGF, le VEGFR1, VEGFR2 et le VEGFR3, qui sont tous des récepteurs à activité tyrosine kinase. Le VEGFR1 est exprimé par les cellules endothéliales et les monocytes. Il est exprimé en permanence par les cellules endothéliales de l'embryon à l'adulte. Il a donc une fonction vasculaire permanente. L'absence de VEGFR1 chez la souris conduit à une désorganisation des vaisseaux qui sont perméables et hémorragiques, qui se traduit par la mort au stade embryonnaire. La fonction de ce récepteur est mal définie. On pense qu'il est plutôt impliqué dans la migration. Il induit un faible effet mitogène seul. Le VEGFR2 est exprimé par les cellules endothéliales et les précurseurs hématopoïétiques. L'absence de VEGFR2 chez la souris KO conduit à l'absence de cellules endothéliales, donc de réseau vasculaire, et à l'absence de cellules hématopoïétiques. Cet état est bien évidemment létal au stade embryonnaire. Ce récepteur est donc très important pour la différenciation endothéliale. Il est exprimé par les cellules endothéliales de l'embryon et les cellules endothéliales en prolifération chez l'adulte, mais très peu, voire pas, par les cellules endothéliales quiescentes chez l'adulte. Il y a donc une corrélation entre son expression et le processus angiogénique. Enfin, le VEGFR3 est exprimé par les cellules endothéliales des vaisseaux lymphatiques. Dans les tumeurs, l'induction du signal VEGF a deux origines. L'hypoxie, qui est une régulation physiologique. L'hypoxie induit la synthèse du VEGF par le biais de la transcription du gène correspondant. Nous verrons ultérieurement ce mécanisme. La seconde origine correspond aux altérations génétiques des cellules tumorales, qui produisent du VEGF de façon constitutive. C'est une induction permanente, dérégulée, pathologique, qui n'a aucun sens du point de vue physiologique. Ces deux sources de VEGF contribuent à une croissance très importante du réseau vasculaire et de façon souvent supérieure à la demande. Le VEGF agit de concert avec d'autres facteurs qui régulent et contrôlent son action. Il y a notamment 4 angiopoïétines 1, angiopoïétine 1 à 4, qui sont des protéines très homologues d'environ 70 kDa. Les angiopoïétines sont exprimées par des cellules non endothéliales. Comme on l'a déjà vu, il existe un récepteur pour les angiopoïétines. C'est le récepteur TAI2 exprimé par les cellules endothéliales. Il existe également un récepteur très proche, TAI1, dont on ne connaît pas de ligand spécifique. C'est un récepteur orphelin. La fixation des angiopoïétines au récepteur TAI2 est impliquée dans la stabilisation-déstabilisation des vaisseaux. Le récepteur TAI2 est exprimé par les cellules endothéliales dès les premiers stades de développement embryonnaire. L'angiopoïétine 1 et TAI2 sont constitutivement exprimés dans l'endothélium adulte quiescent, et TAI2 est phosphorylé dans l'endothélium adulte quiescent. TAI2 et angiopoïétine 1 ont donc une fonction dans les vaisseaux formés, matures, en dehors de toute stimulation angiogénique. Ils ont justement un rôle dans la quiescence, la stabilisation des vaisseaux. L'angiopoïétine 1 stimule TAI2 et participe ainsi à sa stabilisation. Ce signal favorise les contacts cellules endothéliales-cellules endothéliales en agissant sur les jonctions cellulaires. Il favorise également les interactions cellules endothéliales-cellules périendothéliales recrutées. Il permet enfin de renforcer l'adhérence à la matrice extracellulaire. L'angiopoïétine 2 perturbe ce système puisque c'est un antagoniste de TAI2. Elle entre en compétition avec l'angiopoïétine 1 et bloque ainsi le recrutement et le soutien des cellules périendothéliales et bloque donc la stabilisation des vaisseaux.
Son action permet également de déstabiliser les vaisseaux matures, donc quiescents, et les rend ainsi sensibles à l'activité angiogénique du VEGF. On retrouve donc l'angiopoïétine 2 exprimée chez l'adulte au site de remodelage vasculaire. Parallèlement au VEGF dans les sites de croissance vasculaire, comme dans le développement du corps jaune, ou, en absence de VEGF, au site de régression vasculaire, comme dans le follicule atrétique pendant la lutéolyse. Un grand nombre de facteurs impliqués dans la communication intercellulaire sont dits diffusibles, car ils sont hydrosolubles. Diffuse-t-il en réalité? Pour qu'un médiateur diffusible soit actif, il doit réellement diffuser. Or, il existe des structures qui piègent ces médiateurs, diminuant d'autant leur biodisponibilité. En particulier, certains facteurs de croissance ont une affinité pour des motifs présents dans la matrice extracellulaire. La crinopexie correspond à la séquestration de facteurs réputés diffusibles par des structures extracellulaires. Les principales molécules responsables de cette séquestration sont les protéoglycanes, qui sont présents dans la quasi-totalité des matrices extracellulaires et à la surface des cellules. Ce sont des complexes composés d'une chaîne principale de nature protéique, à laquelle sont arrimés par covalence des chaînes polysaccharidiques non ramifiées, les glycosaminoglycanes, ou GAG. Les chaînes polysaccharidiques sont des polymères de disaccharides. Le premier sucre est souvent modifié en acide, en général l'acide glucuronique. Le second sucre est aminé, comme le N-acétylglucosamine. Il est également souvent sulfaté. Il existe 4 familles de glycosaminoglycanes en fonction des résidus glucidiques, du type de liaison entre ces résidus, et le nombre et la position des groupements phosphates. Les groupements acides et surtout sulfates sont porteurs de charges négatives. Cette charge leur confère une forte hydrophilie et ces molécules forment donc un gel hydraté. Leur rôle dans la matrice est d'offrir une résistance à la pression. C'est également au niveau des groupements chargés que s'effectue l'interaction responsable de la séquestration des médiateurs tels que le VEGF, le BFGF, le TGF-bêta et HGF. Nous voyons ici que les cellules tumorales et le stroma ont produit ces facteurs qui ont diffusé jusqu'à une certaine distance avant d'être captés par les matrices, en fonction de leur affinité pour ces matrices. Il s'est ainsi formé un gradient de médiateurs capable de recruter un vaisseau. Dès lors qu'une petite quantité de ces molécules atteint un vaisseau, l'angiogenèse est induite. Les cellules endothéliales vont croître en direction de la zone de production du facteur pro-angiogénique. Comme nous l'avons vu, l'angiogenèse comporte une étape de remaniement de la matrice extracellulaire. Au cours de la phase de dégradation du remaniement, les différents facteurs séquestrés sont libérés et peuvent agir, et donc entretenir ce processus angiogénique. La dégradation de la matrice extracellulaire est principalement réalisée par les protéases de la famille du plasminogène et les métalloprotéases. On retrouve tout d'abord UPA, qui est l'activateur du plasminogène de type urokinase, qui est une protéine de 55 kilodalton. UPA est exprimé par les fibroblastes, les monocytes, les neutrophiles, cellules endothéliales, épithéliales et tumorales. Il est produit sous forme de pro-UPA inactif, qui est une proenzyme, simple chaîne peptidique liée à la surface cellulaire. Le pro-UPA est clivé par la plasmine ou la catepsine D en UPA actif, qui est toujours lié à la membrane cellulaire. Les PAI1 et PAI2, ou inhibiteurs de l'activateur du plasminogène, sont des régulateurs négatifs de la fonction de UPA. Ils vont donc freiner le mécanisme de dégradation de la matrice extracellulaire. UPA est responsable de la conversion du plasminogène en plasmine. Quand la plasmine est active, elle dégrade directement les protéines de la matrice extracellulaire comme la fibronectine, la fibrine ou la laminine, et elle clive des protéases spécifiques de la matrice extracellulaire comme les métalloprotéases ou MMP et les active. Les MMP sont des métalloprotéases sécrétées sous forme de proenzymes. Elles sont activées par le clivage du domaine N-terminal. Elles nécessitent du zinc et du calcium pour fonctionner. Il existe 5 sous-familles classées en fonction des spécificités de substrat. La MMP2, par exemple, est colocalisée avec l'intégrine alpha-V bêta-3 sur les vaisseaux angiogéniques. L'activité protéasique est responsable de la dégradation de la matrice qui permet aux cellules endothéliales de migrer. Elle permet également de libérer des facteurs de croissance ancrés dans la matrice extracellulaire par crinopexie et de libérer des peptides qui ont une fonction pro- ou anti-angiogénique, tels que l'endostatine ou l'angiostatine. Nous avons vu que le VEGF favorise la migration des cellules endothéliales. Pour cela, il augmente le caractère mobile des cellules endothéliales. Il induit l'augmentation de la production de UPA
TPA, qui est un activateur du plasminogène tissulaire, et PAI1 par les cellules endothéliales. Cette sécrétion de facteurs pro- et antiprotéasiques n'est pas incohérente car la dégradation de la matrice extracellulaire est finement contrôlée. Si la dégradation de la matrice extracellulaire est insuffisante, les cellules endothéliales ne peuvent migrer. A l'inverse, si la dégradation de la matrice extracellulaire est excessive, elle n'est plus capable de constituer un substrat sur lequel les cellules adhèrent et migrent. Les étapes finales de l'angiogenèse correspondent à la maturation des structures formées. La maturation est sous le contrôle de quelques facteurs spécifiques. Elle comprend l'arrêt du processus angiogénique, donc la désactivation des cellules endothéliales qui redeviennent quiescentes, la stabilisation proprement dite de la structure vasculaire. Ce sont les interactions avec la matrice extracellulaire et surtout avec les cellules du mur vasculaire qui en sont responsables. La stabilisation garantit de plus la bonne fonction du vaisseau. En absence de cellules associées, les vaisseaux sont fragiles, élargis, car il y a une prolifération excessive des cellules endothéliales. Ces vaisseaux sont perméables et hémorragiques. Le principal facteur de recrutement des cellules périvasculaires est le PDGF. Il est produit par les cellules endothéliales, c'est un dimère de 45 kDa. Les cellules mésenchymateuses expriment le récepteur associé, PDGFR-B, ce qui permet d'être sensible. L'angiopoïétine 1 est également un facteur très important dans le recrutement des cellules du mur vasculaire. Elle est produite par les cellules recrutées, le récepteur étant exprimé par les cellules endothéliales. Ces deux facteurs sont la base de la communication entre les cellules endothéliales et les cellules recrutées. L'absence de PDGF ou d'angiopoïétine 1 ou des récepteurs correspondants conduit à l'absence de cellules associées aux cellules endothéliales. Les vaisseaux sont hémorragiques. Un tel phénotype est observable chez la souris KO pour le récepteur du PDGF ou le PDGF, ce qui est responsable de la mort périnatale. Lorsque les cellules mésenchymateuses recrutées entrent en contact avec les cellules endothéliales, d'autres facteurs sont produits, qui sont véritablement responsables de la maturation du vaisseau. Ces facteurs diminuent la prolifération des cellules endothéliales, induisent la différenciation des cellules mésenchymateuses en péricytes, ce qui se traduit par l'expression de l'actine du muscle lisse ou actine alpha-SM, induisent la production des protéines de la lame basale par les deux types cellulaires. Apparaît alors un vaisseau constitué des cellules endothéliales de l'intima entourées de la lame basale et enfin des cellules périendothéliales. Le tout constitue une structure stable. C'est principalement le TGF-bêta, ou facteur de croissance transformant bêta, qui est responsable des effets du contact entre les cellules endothéliales et les cellules mésenchymateuses. TGF-bêta 1 appartient à une famille de 3 molécules apparentées de 1 à 3. Son expression est ubiquitaire. Son activité est pléiotrope car toutes les cellules expriment des récepteurs spécifiques et répondent d'une façon ou d'une autre au TGF-bêta. Chaque isoforme a des effets biologiques différents, mais avec une forte redondance, une expression qui diffère en fonction des tissus et au cours du développement. Ils interviennent notamment dans la régulation de la prolifération, de la différenciation, de l'apoptose, l'immunosuppression, l'angiogenèse, la réparation tissulaire, le dépôt de matrice extracellulaire, la mobilité, l'adhérence, etc. TGF-bêta 1 est le prototype de cette famille. Son nom vient du fait que sa première fonction découverte est celle de permettre la croissance de fibroblastes de rat en absence d'ancrage. Il est constitué de 112 acides aminés, ce qui fait 12,5 kDa. Mais il existe sous la forme d'un homodimère avec un pont disulfure à l'état physiologique de 25 kDa. Il est sécrété sous une forme latente et doit subir une activation pour se fixer à son récepteur. L'invalidation du TGF-bêta 1 chez la souris KO est responsable de la mort à l'âge de 3-4 semaines suite à des syndromes inflammatoires massifs, ce qui est en relation avec son rôle immunosuppresseur majeur. Par contre, les animaux qui surexpriment le TGF-bêta 1 n'ont aucun phénotype particulier, ce qui montre que l'activité du TGF-bêta 1 n'est pas directement liée à la quantité de la protéine TGF-bêta 1, mais qu'il existe des régulations qui conditionnent son activité après sa libération. Il existe 3 récepteurs, TGF-bêta R3, R2 et R1. L'endoglyne est un récepteur TGF-R3-like spécifique des cellules endothéliales. La signalisation par le TGF-bêta met en œuvre un grand nombre de niveaux de régulation, au niveau de la synthèse, de la sécrétion, de la crinopexie et de l'activation par protéolyse. Au final, c'est un facteur que l'on peut retrouver un peu partout dans les matrices extracellulaires, mais son activation est si bien régulée qu'il ne va agir qu'en des sites particuliers. La production du TGF-bêta est assez complexe. Le précurseur du TGF-bêta 1, le pro-TGF-bêta 1, est une protéine d'environ 390 acides aminés. Ce polypeptide subit une série de modifications dans le Golgi.
Il s'homodimérise via des ponts disulfure. La protéine est ensuite protéolysée par une endopeptidase, la furine. Les peptides LAP et TGF-bêta 1 qui en résultent restent associés de façon non covalente. Dans la majorité des cas, la protéine LTBP vient se fixer à LAP en fin de maturation via des ponts disulfure. Deux complexes peuvent donc être sécrétés, le SLTC, petit complexe TGF-bêta latent, et le LLTC, grand complexe TGF-bêta latent. Sous ces formes, le TGF-bêta est inactif, incapable de se fixer à ses récepteurs. Le TGF-bêta est sécrété par les cellules sous forme d'un complexe inactif. Deux TGF-bêta liés par covalence via un pont disulfure, plus deux protéines LAP également liées par covalence, deux ponts disulfure, et la protéine LTBP associée par covalence à LAP. Les protéines LTBP sont des protéines de la matrice extracellulaire appartenant à la famille des microfibrilles, souvent associées au tissu élastique. La présence de LTBP est responsable de la fixation rapide du complexe à la matrice extracellulaire après sa sécrétion. Le TGF-bêta latent peut également rester adhérent à la surface cellulaire. La protéolyse de LAP par la plasmine altère l'interaction entre TGF-bêta et libère le TGF-bêta. Dans certaines cellules tumorales, le manque d'expression de LTBP provoque la rétention de TGF-bêta, ce qui l'empêche d'exercer son effet biologique. Le complexe TGF-bêta latent composé de TGF-bêta, LAP et LTBP est localisé à la surface des cellules mésenchymateuses. L'activité de la plasmide est restreinte à la surface des cellules endothéliales. Le contact hétérotypique, donc entre les deux types cellulaires différents, permet l'activation du LTGF-bêta, ce qui libère le TGF-bêta biologiquement actif. Le TGF-bêta actif agit sur les deux types cellulaires. Il induit une augmentation de l'activité PAI1 des cellules endothéliales qui est responsable d'une répression de l'activation du TGF-bêta, ce qui constitue un rétrocontrôle négatif. Au final, le TGF-bêta inhibe la prolifération des cellules endothéliales, notamment en réprimant leur expression de VEGFR2, ce qui inhibe leur capacité de réponse au facteur angiogénique VEGF, réduit la production de UPA par les cellules endothéliales et augmente la production de PAI1 par les cellules endothéliales, ce qui stoppe leur migration, induit la production des protéines de la lame basale. Tous ces effets participent à l'arrêt du processus angiogénique. Comme nous l'avons déjà vu, l'hypoxie est un facteur important d'induction de l'angiogénèse. Elle survient lorsque la distance entre deux capillaires est environ supérieure à 100 micromètres. L'hypoxie est une origine physiologique de l'angiogénèse tumorale. IF1, ou facteur inductible par l'hypoxie, est le facteur principal responsable de la réponse des cellules à l'hypoxie. Il est composé de deux protéines, IF1-alpha et IF1-bêta, toutes les deux responsables de la fonction. IF est une protéine de liaison à l'ADN. Il induit la transcription des gènes qui possèdent un élément de réponse à IF, ou HRE, c'est-à-dire un site de fixation spécifique au niveau de leur promoteur. C'est essentiellement la quantité de IF1-alpha qui est régulée par la quantité d'oxygène. Dans les conditions physiologiques, IF1-alpha est produit de façon constante et dégradé de façon comparable. Il est ubiquitiné, ce qui l'oriente vers le protéasome, qui le dégrade. L'ubiquitination est réalisée par une ubiquitine ligase, la protéine von Hippel-Lindau, ou VHL. L'ubiquitination se produit au niveau d'un résidu proline hydroxylé. L'hydroxylation est réalisée par une prolyle hydroxylase. La fonction de la prolyle hydroxylase est dépendante de l'oxygène qui est le substrat de la réaction. Elle n'est donc active qu'en présence d'un taux d'oxygène correspondant à la normoxie. En hypoxie, la prolyle hydroxylase ne peut plus exercer son activité car l'oxygène fait défaut. IF1-alpha n'est alors plus dégradé et il s'accumule. Il y a donc de grandes quantités de IF1-alpha et IF1-bêta, ce qui se traduit par la transcription très importante des gènes cibles. IF1 conditionne l'expression de nombreux gènes, environ une quarantaine, qui est justement requise en conditions hypoxiques. Il s'agit par exemple de l'érythropoïétine, du VEGFR1, de l'angiopoïétine 2, du VEGF, qui sont des régulateurs majeurs de l'angiogénèse. C'est à partir de l'étude de l'expression du gène de l'érythropoïétine que l'on a compris tout ce mécanisme de régulation. Le syndrome de von Hippel-Lindau se manifeste lorsque ce gène est invalidé. Cela se traduit par l'accumulation de IF1 et l'expression anormalement importante de VEGF. Les patients développent des angiomes ou hémangiomes, essentiellement localisés au niveau de la rétine et du cerveau. Cette figure illustre les effets de l'hypoxie, et notamment
que les diverses conséquences physiologiques sont cohérentes, concourent à réduire ce stress au niveau d'un tissu. L'hypoxie, via IF1-alpha, est responsable de la production d'érythropoïétine, laquelle augmente l'hématopoïèse et en particulier l'érythropoïèse. Cette augmentation de la production d'hématies améliore la capacité du sang à transporter l'oxygène. Par ailleurs, IF1-alpha augmente la synthèse de VEGF, donc l'angiogénèse. L'ensemble de ces effets augmente de façon considérable le transport d'oxygène dans le tissu. Il faut noter que l'érythropoïétine a également une action pro-angiogénique directe. Considérant la complexité des mécanismes de l'angiogénèse, il est difficile de l'étudier in vitro, ne serait-ce que parce qu'elle associe plusieurs types cellulaires, qui se réorganisent, se multiplient. Les meilleures méthodes d'étude sont donc in vivo. L'implant cornéen chez le lapin est un modèle très utilisé. La cornée est un tissu non vasculaire et translucide. Il est donc aisé d'y suivre un développement vasculaire. On peut implanter de façon chirurgicale un petit implant d'un biomatériau imbibé d'une substance supposée angiogénique. Cette substance diffuse et recrute des vaisseaux à distance. Les vaisseaux convergent alors vers l'implant. L'importance du réseau vasculaire généré permet d'évaluer les propriétés angiogéniques de la substance. Nous voyons ici que le réseau vasculaire s'est extrêmement bien développé en direction de l'implant que l'on distingue encore un petit peu au centre de la photo. Nous allons voir à présent qu'il y a un dernier paramètre à prendre en considération quand on étudie l'angiogénèse et les thérapies anti-angiogéniques. Il faut bien avoir ici en mémoire que l'angiogénèse est un processus très finement régulé par un grand nombre de facteurs spécifiques qui en contrôlent chaque étape. L'angiogénèse tumorale est le résultat de la réponse physiologique à l'hypoxie dans toutes les cellules de la masse tumorale et la production ou activation de facteurs angiogéniques dans les cellules tumorales. L'excès de facteurs angiogéniques conduit à un excès d'angiogénèse et surtout à une angiogénèse mal contrôlée, donc produisant des vaisseaux anormaux plus ou moins fonctionnels. Les vaisseaux sont tortueux, borgnes, donc forment des impasses, et ont une perméabilité importante. Attention, tous les vaisseaux ne sont pas anormaux. Et même les vaisseaux anormaux ne sont pas complètement dénués de fonction pour autant. Si bien que les vaisseaux angiogéniques apportent globalement un bénéfice à la tumeur. Ce bénéfice serait simplement encore plus important si l'angiogénèse n'était pas exubérante. Normalement, les vaisseaux borgnes régressent. Les contraintes mécaniques dues au débit sanguin conditionnent la survie des cellules endothéliales. En l'absence de flux sanguin et donc de contraintes, les cellules endothéliales meurent par apoptose. Dans la tumeur, l'excès de VEGF, qui je vous le rappelle est un facteur trophique des cellules endothéliales, favorise leur survie, ce qui permet à des structures non fonctionnelles de subsister. Vous pouvez voir ici un moulage du réseau vasculaire dans un tissu normal à gauche et tumoral à droite. Comme évoqué précédemment, les vaisseaux tumoraux sont d'abord très nombreux, tortueux et surtout borgnes. Lorsque l'on fait surexprimer le VEGF dans un tissu, comme cela se fait dans une tumeur, voici ce que l'on observe. La production des vaisseaux est très importante, mais leur stabilisation et leur remodelage ne se font pas. Le réseau vasculaire est anormal, donc peu fonctionnel. La surexpression du VEGF conduit à des anomalies très semblables à celles observées dans une tumeur. Ceci démontre que le VEGF a à lui seul le potentiel d'induire ces anomalies. Dans la réalité, le VEGF est le principal responsable, mais il n'est pas le seul impliqué dans l'angiogénèse exacerbée et anormale. C'est en considérant l'importance de la voie du VEGF qu'elle est la cible principale des stratégies anti-angiogéniques. On voit sur ce schéma la voie de signalisation du VEGF. Le VEGF, qui est un médiateur diffusible, se fixe à son récepteur, qui possède une activité tyrosine kinase, lequel, lorsqu'il est activé et phosphorylé, recrute un certain nombre d'effecteurs intracellulaires, comme PI3 kinase, PLC gamma, SOS GRB2, donc la voie des MAP kinases, qui initie les voies que nous avons déjà vues. À partir de la connaissance de cette voie de signalisation, on peut imaginer un certain nombre de moyens de la neutraliser. On peut, en 1, utiliser des anticorps, récepteurs solubles ou autres protéines qui captent le VEGF diffusible pour le soustraire du milieu afin qu'il ne puisse plus se fixer sur son récepteur à la surface des cellules endothéliales. Ce sont en quelque sorte des pièges à VEGF. En 2, on peut neutraliser le récepteur VEGFR2 à l'aide d'anticorps qui se fixent à ce récepteur et empêchent la fixation du VEGF ou induisent son endocytose.
En 3, à la façon de l'IRESA pour les récepteurs de l'EGF, on a développé des petites molécules chimiques qui inhibent la fonction tyrosine kinase du récepteur et qui bloquent ainsi l'entrée de l'information dans la cellule. En 4, la même stratégie peut être entreprise pour bloquer la fonction des différents éléments des cascades d'activation intracellulaire. En 5, tous ces moyens sont basés sur la neutralisation de la fonction des protéines, mais on peut également s'attaquer à l'expression de ces protéines. On pourrait ainsi administrer des ARN antisens ou des siRNA pour inhiber l'expression du VEGF, du récepteur ou d'autres intervenants pour réduire cette signalisation. L'ensemble de ces stratégies a été étudié et un certain nombre d'agents ciblant cette voie de signalisation du VEGF sont en voie d'utilisation clinique ou en routine. Bien évidemment, ces stratégies ont été appliquées pour d'autres facteurs également que le VEGF. L'Avastin, ou bevacizumab, qui est un anticorps dirigé contre le VEGF, a été approuvé en clinique en 2004. C'est le premier agent spécifiquement anti-angiogénique approuvé en clinique.